Bon, donc comme je vous disais, je vais vous parler de l'héritabilité. Donc, comment est-ce qu'on l'estime, comment est-ce qu'on interprète les estimations de l'héritabilité. Et puis, enfin, on ne peut pas ne pas parler de la question de l'héritabilité du film. C'est un vrai morceau de Laurent en excellence dans les âges. Donc, comment est-ce qu'on estime l'héritabilité? Donc, je vous rappelle j'ai l'impression que, vu la technicité des discussions, j'ai prévu un peu trop bas au niveau de mes slides. Donc, est-ce que c'est vraiment la peine de vous rappeler ce qu'on a dit hier sur le modèle de Fischer? Donc, on avait le phénotype T qui était égal à G plus E, avec G les effets génétiques et E les effets environnementaux, et Fischer supposait que les environnements des apparentés étaient indépendants. Donc, on avait la corrélation parent entre les phénotypes des parents et des enfants qui valait cette chose-là qui était par définition un nid de H. Donc, on peut, à partir de là, se dire, très bien, c'est ce que sont dit les biométriciens au départ, mais modulo le fait qu'ils étaient conscients du problème posé par l'homogamie, mais c'est ce que disaient les biométriciens avant Fischer d'ailleurs. On mesure les corrélations entre apparentés, et puis on a une mesure de l'héritabilité. Donc on ne fait pas encore de l'héritabilité. Le problème, c'est qu'il y a, en fait, cette hypothèse, enfin le problème parmi d'autres, mais le premier problème qui est posé, c'est que cette hypothèse-là, l'indépendance des effets environnementaux, elle est évidemment fausse pour les populations humaines. Donc, on ne fait pas d'expérimental, puisque vous avez des environnements partagés dans les familles, l'exposition à des agents infectieux, l'exposition au tabagisme, l'alimentation commune, etc., qui va créer, effectivement, quand on va calculer la covariance entre les termes, entre les phénotypes, on va avoir ce terme de covariance des environnements qui va apparaître, et donc on va obtenir une valeur artificiellement élevée pour l'héritabilité. Alors la solution classique proposée à ce problème sont les études de jumeaux, qui fonctionnent comme ceci. On recrute d'une part des jumeaux monozygotes, donc en abrégé MZ, et on calcule la corrélation entre leurs phénotypes, et puis on fait la même chose avec des jumeaux dizygotes, DZ. Donc on a typiquement ce genre de choses, la taille du premier jumeau, la taille du deuxième jumeau. Pour des monozygotes, c'est plus corrélé que pour des dizygotes, ce qui suggère que les monozygotes ressemblent... Oui, donc... Ah. La lumière ne dit pas qu'il est allumé. Là, c'est bon. Excuse-moi. Non, mais en fait, il était éteint, peut-être, oui. Oui, je crois. Vous m'entendiez bien quand même, c'est ça? Oui, c'est pour l'enregistrement, j'ai bien compris, oui. Ouais. Non, en fait, il était éteint. Alors, je recommence. Les études de jumeaux, donc voilà, on a donc effectivement, donc les jumeaux monozygotes étant identiques du point de vue de leur génome, et les jumeaux dizygotes se ressemblant de la même façon que des germains non jumeaux. Cette différence entre les deux coefficients de corrélation laisse penser qu'il y a effectivement un rôle du génome dans l'architecture du phénotype. Et en effet, on peut montrer que, sous l'hypothèse que les corrélations environnementales sont les mêmes pour les jumeaux monozygotes que pour les jumeaux dizygotes, sous l'hypothèse additionnelle que l'héritabilité au sens étroit est égale à l'héritabilité au sens large, donc en particulier il n'y a pas de dominance, alors cette héritabilité peut s'estimer par la différence le double de la différence des corrélations entre monozygotes et dizygotes. On appelle la formule de Falconer, donc un succès et une postérité absolument énorme, succès fou encore maintenant. Alors le premier problème, je vous ai dit, il faut avoir petit h carré égale grand h carré, et puis vous ne pouvez pas vous sauver en disant oui mais c'est pas grave. Naïvement, on pourrait se dire ah oui, mais ça va estimer un truc qui va être entre petit h carré et grand h carré. Non, c'est plus grand que l'héritabilité au sens large. Donc, on surestime vraiment tout, quoi. Il y a d'autres limites. Ça ne marche aussi que s'il y a absence d'homogamie. Il y a des méthodes qui corrigent pour la présence d'homogamie à condition de l'avoir mesurée, mais bon. Et puis, de toute façon, voilà, en gros, on est dans le modèle additif pur, quoi. De Fischer complètement purement additif, et la seule chose
qui est corrigé par rapport au modèle le plus naïf de Fisher, c'est la présence d'environnements partagés. Mais même ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment corrigé? Donc l'hypothèse, comme je l'ai mentionné, c'est que les corrélations environnementales sont identiques, qu'on ait affaire à des jumeaux monozygotes ou des jumeaux dizygotes. Alors déjà d'un point de vue biologique, c'est contestable puisque les jumeaux monozygotes sont souvent monochorioniques, par exemple, alors que les dizygotes ne le sont pas. Donc il y a un environnement intra-utérin qui est partagé, qui est plus important. Donc ça, c'était une des objections classiques. Il y aura sans doute d'autres choses à dire du point de vue biologique, mais du point de vue il y a de toute façon une tendance au mimétisme chez les jumeaux monozygotes qui fait qu'ils vont volontairement rechercher des environnements similaires beaucoup plus facilement que les dizygotes. J'en vois qui sourit. Alors je vais vous donner un exemple d'étude de jumeaux. Donc le premier titre que vous voyez là, c'est un morceau de New York Times, n'est-ce pas? Donc on voit ça, waouh, la génétique est responsable de 50% du dog ownership, donc de la propriété des chiens chez les femmes, et 51% chez les hommes. On se demande déjà ce que ça peut vouloir dire. Donc dans l'article, il y a, enfin alors, on a l'habitude, hein, même. Donc l'article fait référence à une, je vois qui Dudley, 2019. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça qu'on a un peu remonté en génétique humaine. Et donc on clique sur le lien dans l'article de New York Times et on tombe sur un article publié dans Scientific Report au début de l'année, 2019, qui, en plus, avec un titre bien ronflant, « Has implications for understanding domestication and health associations ». Ouais. C'est pas juste on a trouvé dog ownership, machin, c'est génétique, c'est qu'en plus, ça va nous permettre de comprendre des tas de choses sur la domestication et sur tous les effets bénéfiques qu'il y a d'avoir ou non des chiens, enfin bon, bref, qui sont bien connus. Bon, alors, on ouvre le papier, je vais me lever de toute façon. Voilà. Ça marchera pas. On ouvre le papier et on trouve cette table. Alors, il y a beaucoup trop de lignes, donc on va regarder. Ils ont séparé les hommes et les femmes, donc on regarde seulement les femmes. Donc, ils ont 6660 paires de jumeaux, dont 935 sont discordantes pour le statut avoir un chien, et 306 sont concordantes pour le statut avoir un chien. Et puis, ça, c'était pour les monozygotes. Ils ont le même genre de choses pour les dizygotes. Alors, problème, hier, on a parlé de l'héritabilité des traits quantitatifs, mais on n'a pas parlé des traits binaires. On n'a pas un nombre continu de chiens. On n'a pas de chiens ou au moins un chien, quoi. Enfin, on aurait pu effectivement le traiter en quantitatif avec le nombre de chiens, mais en général, c'est 0 ou 1, quoi. Comment ? La reine d'Angleterre en a plus. La reine d'Angleterre en a plus, oui. Je sais pas si elle a pas, mais le problème, c'est qu'elle n'a pas de jumelles, quoi. Donc, on utilise un modèle qui s'appelle, donc, qui est le modèle utilisé pour tous les traits binaires, pas seulement pour les chiens, aussi pour les maladies, en fait. Hein. Donc, en anglais, liability, qu'on pourrait traduire par susceptibilité, même si on rencontre souvent l'anglicisme liabilité, qui suppose l'existence d'une variable latente, donc la susceptibilité d'avoir un chien, qui est gaussienne, avec un seuil au-delà duquel donc, vous avez une certaine susceptibilité à avoir un chien, puis si vous dépassez une certaine susceptibilité, vous aurez un chien. C'est mon one-man show favori, quoi. Ça me fait toujours rire. Et donc, dans ce modèle, on dit, voilà, en fait, voilà ce qui va se passer. Hein. Vous avez les paires de jumeaux, comme ça, j'ai ploté pour 6660 paires de jumeaux. En fait, non, seulement 666, j'ai divisé par 10 pour qu'il n'y ait pas trop de points. La liabilité, la susceptibilité d'avoir un chien pour le premier jumeau, pour le deuxième jumeau, c'est très corrélé. Et puis vous avez les paires qui dépassent toutes les deux le seuil, elles sont concordantes pour le trait, donc elles ont toutes les deux un chien. Ici, vous avez les paires discordantes, il y en a un des deux qui a un chien et pas l'autre. Et puis ici, vous avez les paires concordantes pour le fait de ne pas avoir de chien. D'accord ? Et en fait, on calcule. Donc ça, on calcule, en fait, à partir des données observées, on arrive à calculer, donc c'est un simple maximum de vraisemblance. Enfin, aujourd'hui, c'est un simple maximum de vraisemblance. Je poserai la question à Michel, d'ailleurs. Comment est-ce qu'on faisait avant d'accepter le maximum ? Parce que ça, c'est une corrélation tétrachorique. Avec la méthode Pearson a calculé avec la méthode des moments, d'accord. On fou. Ok. Donc en fait ça c'est donc effectivement il en a été question hier dans l'intervention de Michel, hein, le fait que
quand on avait du discret, les biométriciens disaient en fait c'est un continu qui a été discrétisé par un seuil, et donc ils voulaient calculer non pas la corrélation entre la corrélation de Spearman par exemple, des choses comme ça, mais ils voulaient accéder à la corrélation de la variable latente qui n'était pas observée, quoi. Et c'est toujours comme ça qu'on fait pour calculer l'héritabilité des traits discrets. Et donc effectivement, on en déduit la corrélation pour les monozygotes, c'est 0,58. On trouve 0,35 pour les dizygotes. C'était dans la dernière colonne du tableau. Et on a déduit la valeur de l'héritabilité. Alors, je vous ai un petit peu volé, parce qu'ils annonçaient pour les femmes 57, mais c'est parce qu'ils ont pris l'âge en compte. Alors, du coup, je ne sais pas comment ils sortent un seul chiffre en ayant pris l'âge en compte, mais je n'ai pas voulu non plus passer des heures sur cet article. J'ai passé assez de temps. Bon, donc, avant de passer à l'héritabilité génomique, donc on peut discuter. Est-ce que j'ai bien vu que vous n'étiez pas convaincu que c'était génétique d'avoir un chien, quoi, ou qu'il y avait vraiment une part importante du génome dans la construction du trait étudié. Même si les auteurs de cet article y croient dur comme fer. C'est pas du tout un article ironique. Hein, donc évidemment, la critique, hein, c'est ce que j'ai dit juste avant de dérouler l'exemple, c'est que ça peut être attribué à une tendance mimétique, en fait. Je suis à peu près convaincu que si on avait eu accès au poids des chiens des jumeaux, on aurait sans doute trouvé aussi que le poids des chiens était déterminé par le génome des maîtres, quoi. Puisqu'ils doivent certainement acheter le même jour un chien de la même portée dans le même élevage assez souvent, pour que ça biaise les choses, quoi. On imagine assez mal qu'il y en ait un qui est un bull mastiff et l'autre un pékinois. Bon. Bref. Alors, donc ça c'était la tentative, mais la tentative qui a toujours beaucoup de succès, qui est toujours considérée comme extrêmement sérieuse, en particulier par les psychométriciens, de dépasser le problème de l'environnement partagé. On voit bien sur un exemple comme celui-ci qu'on a du mal à y croire. Alors il y a une grande avancée méthodologique qui a été faite par Vischer en 2010-2011. Il a proposé avec son équipe une méthode d'estimation de l'héritabilité basée sur des individus non apparentés. On a leur génome et on va calculer l'héritabilité. Et ça a été présenté comme ils ne sont pas apparentés, il n'y a plus d'environnement partagé, il n'y a plus de problème. Alors voilà comment ça marche. Alors, je vous avais mis un peu de contexte. Alors, vu le niveau des interventions dans le public, est-ce qu'il y a vraiment besoin que je vous rappelle les GWAS? Ce sont des SNP arrays? Ce que sont des SNP? Si quelqu'un me fait un petit signe de la main discret, je réexplique ce que sont des SNP. D'accord. Alors, merci, parce que vous imaginez pas le temps qu'il faut pour faire ce dessin. Donc, le long des chromosomes, tout le monde est identique, en fait, à quelques millions de variations près, le long des chromosomes, en fait. Bon. Donc, en fait, il y a des endroits où il y a... pourquoi polymorphisme d'un seul nucléotide, single nucléotide? Parce que avant de s'intéresser au SNP, en fait, pourquoi est-ce qu'on dit single, on insiste? Parce que historiquement, avant de s'intéresser au SNP, on s'est intéressé d'abord à des variants structurels, donc des gros morceaux de génome déplacés, puis à des choses comme des microsatellites, qui étaient des polymorphismes qui touchaient vraiment des portions de génome beaucoup plus longues qu'un seul variant, un seul nucléotide. Et donc vous avez les deux brins d'ADN qui sont appariés comme ça, et puis vous avez, à l'endroit ici qui est pointé par une flèche, vous avez en population des endroits où ce A est parfois un C, en fait. Et puis comme on a tous deux chromosomes, je fais l'impasse sur les chromosomes sexuels, on a tous deux chromosomes reçus, un du papa, l'autre de la maman. On a trois génotypes possibles qui sont grand A, grand A, grand A, grand C, grand C, grand C, ici pour ce SNP. Donc ce sont ça les SNP, et on est capable, par du génotypage à haut débit, par des méthodes vraiment auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, on est capable de manière relativement économique et surtout très rapide et beaucoup moins fatigante que ce qu'on faisait avant,
enfin, beaucoup moins gourmande en moyens humains, d'obtenir le génotype d'un individu en des centaines au début en des milliers, dizaines de milliers, puis très vite des centaines de milliers, maintenant des millions de sites de ce type sur le génome. Et donc ça nous donne des données absolument fabuleuses. Et donc effectivement depuis une dizaine d'années, on en a fait à l'appel. Donc ces SNP sont dialléliques, il y a 2 allèles, ça se comporte exactement comme les facteurs mendéliens dont on a parlé hier, hein, il y a deux valeurs possibles. Ils ne sont pas choisis parce qu'on suppose qu'ils sont causaux, ou qui pourraient l'être. Ils sont choisis parce qu'ils sont choisis comme ce qu'on appelle des marqueurs, c'est-à-dire des choses dont on connaît la localisation sur le génome et qui vont nous permettre de détecter quelles sont les régions qui sont impliquées. Parce qu'en fait, ils vont avoir une tendance à être corrélés à leurs copains qui sont autour. Copains SNP ou copains éventuellement variants plus complexes. Ils peuvent être corrélés à des variants plus complexes, donc ce qu'on appelle les tags SNP. Et donc ces études, elles ont produit d'énormes quantités de données, avec, comme on l'a dit pendant la discussion au début, beaucoup de succès, des résultats assez spectaculaires, avec, pour finir, assez peu de SNP par rapport à ce qu'on fait maintenant et assez peu d'individus. Puis au fil du temps, on voit bien que les échantillons deviennent de plus en plus grands, et puis les nouvelles découvertes ce sont des SNP avec des effets, pas forcément directs, des effets indirects détectés, qui sont de plus en plus petits. Et bon, ça finit par être un peu une quête absurde de l'échantillon le plus grand pour découvrir de nouveaux signaux absolument a priori inutilisables, qui donnent la plupart du temps pas tellement d'informations supplémentaires sur l'étiologie de la maladie. Mais du coup, ces données sont disponibles, donc utilisons-les, calculons les héritabilités. Donc le principe, c'est le modèle mixte. Donc c'est là, je me dis que j'aurais pu me permettre d'être un peu plus technique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un grand nombre d'individus, au moins quelques milliers, avec des données de SNP, typiquement des centaines de milliers. Si vous avez des millions, c'est parfait. Et puis, l'estimation se fait dans un modèle, effectivement, avec des effets aléatoires. Donc bon, c'est un effet additif, où tous les SNP du génome ont un tout petit effet sur le phénotype, avec des ordres de grandeur comparables. Alors là, j'ai menti. J'ai balayé sous le tapis. J'y reviendrai quand je commenterai la dernière ligne ici. Cet ordre de grandeur des effets, il est mesuré par la variance des effets, et on sait l'estimer. Donc il y a toute une méthodologie basée sur une méthode de maximum de vraisemblance. Ce n'est pas tout à fait la vraisemblance du modèle, il y a des petits détails techniques, mais qui n'ont aucune importance. Et... Mon Dieu. Il y a des petits détails techniques qui n'ont aucune importance. Je disais, c'était pas très grave. On en déduit la variance totale de l'effet du génome en sommant, en fait, en multipliant la variance des effets par le nombre de SNP qu'on a mis dans le modèle. D'accord. Et puis, bah, du coup, on sait estimer l'héritabilité comme un rapport de variance. Ce qui n'est pas anodin, déjà, c'est qu'au départ, on cherchait à estimer des corrélations. Et puis, très vite, on est passé à des histoires de rapports de variance. Et là, on est vraiment dans un modèle qui a laissé complètement tomber l'idée de corrélation, qui est juste des rapports de variance. Et c'est pas si débile. Enfin, comment dire? C'est pas forcément la même chose. On peut penser, mais Fischer a montré que quand on connaissait le rapport de variance, on pouvait retrouver la corrélation. Ben, c'est pas tout à fait vrai. Parce que, justement, à cause de ce que j'ai balayé sous le tapis, c'est que les ordres de grandeur comparables, en fait, ce ne sont pas les ordres de grandeur des effets alléliques, ce sont les grandeurs des effets alléliques une fois qu'on a standardisé les génotypes par leur écart type. Bon. C'est-à-dire, en fait, en pratique, les effets alléliques, ils ont un ordre de grandeur en 1 sur racine de PQ, où P et Q sont les deux fréquences alléliques. Ce qui veut dire, en gros, que plus les SNP, plus il y a un des deux allèles qui est rare, plus, dans ce modèle, on suppose un effet important des SNP. Et il faut supposer ça pour que ça ait une chance de ressembler à l'héritabilité de Fischer. Si vous relâchez, si vous oubliez cette hypothèse, enfin, si vous faites 100, ce qu'en pratique, on fait souvent, en fait, au départ, Fischer faisait ça, mais en fait, il y a d'autres personnes qui ont dit, mais il n'y a aucune raison de faire ça, donc Boulding
Elle dit on peut supposer des effets alléliques constants, ou alors on peut supposer autre chose que 1 sur racine carrée de PQ. On pourrait mettre 1 sur racine cubique de PQ, ou bien PQ au carré. Allez, on met ce qu'on veut, youp la boum. On estime des choses, ça fait des rapports de variance, mais à ce moment-là, ça ne sera plus l'héritabilité. On pourrait discuter pourquoi, c'est une histoire de corrélation, justement. C'est que ce sera plus l'héritabilité, ça sera toujours quelque chose que vous pouvez choisir d'appeler l'héritabilité, mais il n'y aura plus de lien avec la corrélation entre apparentés. Et donc, il y a vraiment un glissement qui n'est pas commenté en général dans la littérature. Et puis, il n'y a pas que ça, quoi. C'est-à-dire que c'est tous les SNP mesurés qui ont un effet. C'est pas comme les modèles qui ont été faits en génétique animale, des modèles bayésiens, où on dit, bon, a priori, un SNP sur 100 a une probabilité d'avoir un effet, et il y a des méthodes bayésiennes pour essayer d'estimer dans ces modèles-là. Mais non, là, on dit vraiment tout a un effet. Alors, il y a des querelles de chapelle entre les gens qui disent c'est un effet direct. Vischer dit c'est un effet direct, il faut le considérer comme un effet direct, ça sert à rien de s'énerver sur le fait que c'est des effets par des équipes de liaison interposées. Et puis, il y a Baldwin qui dit mais non, en fait, du coup, il faut pondérer par des équipes de liaison pour dire... bref, il y a plein de querelles de chapelle là-dedans, mais en gros, c'est quand même Vischer qui a la version de Vischer qui a quand même le dessus dans la littérature. Et donc ce modèle est vraiment accepté comme, d'une part, comme non seulement fournissant des estimés utiles, mais beaucoup de gens l'ont intégré comme assez vrai, sans doute proche de la vérité, sans se poser plus de questions que ça. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire à la fin de la phrase. Bon, je sais plus. C'est pas grave. Les phénotypes, ils sont en ligne de banque aussi. On a donc en face des... Oui, dans UK Biobank, il y a des phénotypes, ouais. Je n'ai pas manipulé ces données, j'ai pas eu le bonheur de manipuler ces données moi-même, mais apparemment, oui, il y a beaucoup de phénotypes. Il y a des données manquantes, mais il y a des phénotypes qui sont renseignés réellement pour des centaines de milliers d'individus. C'est le fait d'avoir un chien, probablement. Good one. Faut avancer. Alors, est-ce que, indépendamment de cette parenthèse, est-ce que ça résout le problème de l'environnement partagé? Eh bien non, parce que je vous ai fait une carte d'Europe avec un beau dégradé. Ce dégradé, il peut concerner des fréquences alléliques. Il y a la plupart des SNP vont avoir une variation de fréquence nord-sud, est-ouest, quelque chose, quoi. Pas forcément parce qu'ils ont été sous sélection ou quoi que ce soit, hein, juste par le biais du hasard, la dérive qui agit différemment. Les gens qui sont ici sont quand même globalement assez isolés reproductivement de ceux qui sont ici, même si par l'intermédiaire, les gènes peuvent diffuser, les allèles peuvent diffuser. Ça laisse quand même la possibilité d'avoir des fréquences alléliques différentes qui coexistent. C'est pas homogène, quoi. Donc, et puis d'autre part, ce que je vous ai dessiné, ça va être une corrélation, ça va être aussi des termes d'environnement, comme l'ensoleillement, l'alimentation, etc. Et donc, on a une confusion entre génome et environnement, en fait. Alors le problème est évidemment, c'est pas un scoop, hein. Et puis il y a des méthodes de correction qui sont proposées, donc on corrige en intégrant une poignée de composantes principales génomiques dans le modèle, et on dit ça y est, c'est bon, ça a corrigé. Ce qui n'est pas clair du tout, on peut en rediscuter si vous voulez, mais c'est une discussion technique, mais c'est pas du tout clair, n'est-ce pas? Alors, interpréter. Donc je vous donne un exemple, la tuberculose. Donc vous prenez une population exposée à la tuberculose, vous faites une étude de jumeaux, et puis vous trouvez h carré égale 0,71 pour la réponse positive à un test cutané de dépistage de la tuberculose. Donc, c'est pas un résultat crétin en soi. Si vous êtes conscient de l'étiologie de la maladie, vous dites, ça veut dire que les gens qui sont exposés développent, surtout la tuberculose, on sait que c'est comme toutes les mycobactéries, c'est très particulier. On sait qu'il y a on se doute de la chose et on le prouve. Il y a vraiment une différence de réponse à l'exposition à l'infection qui est en partie, peut-être totalement, je ne sais pas,
pas spécialiste, mais qui est en grande partie attribuable au génome. Et donc ça justifie quand même le fait qu'on va lancer des études familiales ou des études en population pour essayer de trouver qu'est-ce qui, dans le génome, joue ce rôle sur la réponse à l'infection par Mycobacterium tuberculosis. Mais on n'en conclut pas que la tuberculose est une maladie génétique. D'accord ? Sachant qu'en plus, c'est un exemple, c'est particulièrement vicieux, puisque moi, je ne connais pas bien l'histoire de la médecine, mais la querelle a existé quand même longtemps sur la tuberculose. Donc, est-ce que la tuberculose était héréditaire, ou est-ce que c'était vertical ou horizontal, comme on l'a dit hier ? Donc, la morale de cette histoire, c'est que vous avez beau avoir calculé une héritabilité, ça ne vous dit pas, ah ben, c'est les gènes qui jouent un rôle prépondérant, l'environnement joue qu'un rôle mineur. Ben non, c'est pas vrai. Ça vous dit pas non plus que parce que l'héritabilité est élevée, vous pouvez pas intervenir en modifiant l'environnement et modifier complètement la distribution du trait. Si vous supprimez Mycobacterium tuberculosis, vous n'avez plus de tuberculose. Alors, donc tout ça, pourquoi ça marche pas de faire ces interprétations naïves ? Parce que ce modèle, il est pensé... Enfin, bref. Ce modèle, il est pensé de toute façon comme un modèle qui met le génome en avant, et puis ça permet effectivement de prévoir, si vous ne modifiez pas la distribution de l'environnement, si vous êtes capable d'intervenir sur la distribution de la variable G, là, des effets du génome, donc soit en faisant de la sélection, soit en conditionnant sur les parents, ce qui est la même chose d'ailleurs, les conséquences, donc on peut modifier la distribution de G, et donc effectivement, si on sait modifier la distribution de G, on va savoir décaler le trait ici vers la droite, ou vers la gauche, selon ce qu'on fait pour modifier la distribution de G. Donc c'est utile pour ça, d'accord, c'est fait pour ça. C'est un outil qui a été fait pour ça, en fait. C'est fait pour faire de la sélection, quoi. Donc c'est très utile pour faire de la sélection. Mais ça n'a pas été fait pour le cas où, en fait, vous considérez que vous n'allez pas intervenir sur G et que vous allez intervenir sur l'environnement. Et pourquoi c'est pas utile ? Parce que l'environnement, la plupart du temps, même si, effectivement, on peut arriver à le mesurer, la plupart du temps, il n'est pas mesuré. Soit parce qu'il est difficile à mesurer, soit parce qu'on n'a pas du tout la moindre idée de quels sont les facteurs environnementaux qui sont à l'œuvre. Dans le cas de la tuberculose, il faut attendre 1880, je ne sais pas combien, pour que Koch découvre. Donc en fait, observer, mais quoi ? Donc dans plein de traits, on ne sait pas quels sont les... On a des hypothèses, on peut les tester, mais souvent, on n'a pas la moindre idée des facteurs environnementaux qui jouent un rôle. Ah, donc avec des conséquences qui ont déjà été évoquées tout à l'heure, hein, c'est que si vous avez une petite variance environnementale, donc l'environnement se balade par là, se balade un peu comme ça, vous allez avoir donc la variabilité du génome qui explique quasiment toute la variance, vous aurez une héritabilité élevée, mais si vous augmentez la variance environnementale, l'héritabilité va diminuer. Donc, d'accord ? Et puis si vous déplacez brutalement la valeur de l'environnement vers la droite, l'héritabilité bouge peut-être pas. Si vous croyez complètement au modèle additif, l'héritabilité ne va pas bouger, mais votre trait va se déplacer énormément, beaucoup plus que ce que vous pensiez possible. Donc j'ai mis entre parenthèses, est-ce que ça peut expliquer l'évolution de la stature ? Bon, effectivement, si vous prenez l'héritabilité de la stature telle qu'elle était calculée par les biométriciens au début du XXe siècle, je ne sais pas, quelque chose dans les 0,80 ou peut-être même plus, ou 0,90, si vous aviez vendu à ces gens-là qu'un siècle plus tard, on allait gagner 2 écarts types sans faire de sélection naturelle, ils vous auraient dit, bon, on a gagné 2 écarts types, en mangeant mieux, plus. Bon. Est-ce que ça valait la peine pour se cogner dans les portes, je vous demande. Bon. Donc voilà, on peut rien prévoir en fait, tout simplement parce que l'environnement, il n'est pas dans des bornes assignées. Il peut très bien évoluer, sortir complètement des bornes qu'il a au moment où on fait l'étude en fait. Alors j'ai mis la stature, mais on pourrait être beaucoup plus sérieux en parlant des maladies dites immunitaires. On sait qu'il y a les gens qui font l'épidémiologie de la sclérose en plaques, par exemple, peuvent se poser quand même des questions. Donc de nouveau, sur la sclérose en plaques, vous allez calculer une héritabilité. Est-ce que ça va vous dire que c'est plutôt génétique ou plutôt environnemental ? L'environnement, il a changé. C'est plutôt le changement d'environnement qui fait qu'il y a plus... que la prévalence ou l'incidence de la sclérose en plaques a augmenté depuis quelques dizaines d'années qu'un changement génétique. Hein. Donc, c'est plutôt là-dessus qu'il faut référencer. D'autre part, j'ai été beaucoup moins fin sur les interactions gène-environnement,
Mais je voulais dire aussi qu'il n'y a absolument aucune raison de supposer que quand on change l'environnement, la variance reste constante. Et donc, ça, c'est une forme d'interaction dans un environnement possible, c'est que quand l'environnement augmente, non seulement on déplace la moyenne, mais on diminue la variance. Et donc, effectivement, si vous déplacez vers la droite, vous pouvez réussir à rendre le phénotype constant ou presque. Bon. Là, j'ai mis presque parce que j'ai dessiné des distributions, mais dans le cas de la tuberculose, je pouvais rendre le phénotype constant, aucune tuberculose, si je supprime l'agent infectieux. Donc voilà, on ne peut pas du tout se servir de l'héritabilité, j'ai presque envie de dire, pour faire autre chose que de la sélection. C'est peut-être un peu provocateur, mais voilà. Ça va plus vite, comme on m'a dit qu'il fallait que je me dépêche. Alors encore autre chose, alors ça c'est les modèles, donc la première fois qu'on voit ça on dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire P égale G plus E, en fait les flèches montrent l'effet d'un facteur et puis tout est toujours supposé additif, donc ça c'est des modèles un peu justement à la Sewall-Wright dont on parlait tout à l'heure. Mais alors ça c'est la vision naïve du... Enfin, donc je me place vraiment complètement dans le modèle additif, hein, bon. Mais ça peut très bien, ce qu'on voit, ça peut très bien être dû en fait au fait que votre génome a un effet sur votre appétence pour un certain environnement, en fait. Un certain type d'alimentation, vous allez consommer plus ou moins, vous allez manger plus ou moins salé, vous allez manger plus ou moins de fruits. On a vu un très beau GWAS passer avec la Fresh Fruit Income, là. Vous allez fumer ou pas, etc. Et c'est ça en retour qui va en deuxième lieu, en fait, la causalité passe par l'intermédiaire de cette variable-là. Et cette variable-là, ben, effectivement, si vous faites des campagnes anti-tabac, vous allez réussir à diminuer l'exposition. Donc en fait, il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire, c'est pas parce que quelque chose a une forte héritabilité qu'on ne peut pas, en intervenant sur l'environnement, modifier complètement la valeur du trait. D'accord ? Bon. Et donc passons au QI. Alors, l'histoire de l'héritabilité du QI, elle commence dès le tout début, dès avant. En fait, Galton, dans Hereditary Genius, il ne fait pas du tout ce qu'on a montré hier, avec des corrélations, etc. Il spécule, il regarde des généalogies, il calcule l'intelligence de Périclès, etc. Donc c'est vraiment de la spéculation pure, mais enfin bon, il essaie de démontrer que voilà, il est vraiment une agrégation familiale du génie, etc. Et puis, il y a un argumentaire qui se déroule par morceaux dans Hereditary Genius, dont j'ai extrait quelques petits morceaux ici. Il dit, le monde a changé, c'est la révolution industrielle, le monde a changé, on a besoin de gens plus intelligents. Hein, les besoins de la centralisation, donc vraiment le changement de l'organisation de la société qui est en cours, demandent demandent des capacités mentales beaucoup plus importantes que celles que nous possédons. On a partout, il faut voilà, the modern complexity of the several professions. Tout le monde, même les laboureurs, leur métier a tellement changé qu'il faut améliorer la race, sinon ils vont plus pouvoir faire face, quoi. Notre race croule sous le poids, quoi. Overweighted, c'est pas qu'ils sont gros, hein. C'est qu'ils n'arrivent pas à faire face, quoi. Donc il faut vraiment à tout prix augmenter l'intelligence. On ne dit pas encore le QI, hein, Galton a sa propre échelle d'intelligence. Il faut vraiment faire ça. Le monde change. Vite, adaptons-nous, sinon on ne va pas pouvoir tenir. Et puis, panique, il y a la fécondité différentielle des classes sociales. C'est ça, bah oui. Les gens, the best men in the country, n'est-ce pas, ils vont s'installer en ville et puis, en fait, ils font moins d'enfants, je sais pas, parce que les appartements sont plus petits, peut-être, je sais pas. Et puis, les enfants vivent moins, apparemment, je sais, c'est moins, l'environnement est pas sain, je sais pas. Bref, et donc, en fait, voilà, du coup, la fertilité des classes les plus aptes est moindre et la race se détériore graduellement. Faites quelque chose. Et puis il faut préserver la pureté raciale aussi, puisqu'il est bien évident que si les Athéniens, donc les Athéniens étaient placés par Galton comme le pinacle de la civilisation, la race la plus douée qui ait jamais existé, il dit, mais en fait, évidemment, ils étaient au bord de la mer, il y avait des immigrants partout, des gens arrivaient en bateau, etc. Donc évidemment, leur patrimoine génétique s'est dilué, et puis c'est terrible, quoi. Donc en fait, effectivement, il faut préserver la pureté de la race. Donc même si c'est pas le cheval de bataille principal des eugénistes à l'anglaise, c'est déjà dans Galton.
Ça reste dans Pearson, quand il fonde Annals of Eugenics en 1925. Le premier article, c'est sur l'immigration des Juifs en Angleterre, considéré du point de vue du gene pool, quoi, est-ce que ça va améliorer la population anglaise de laisser immigrer des Juifs ou pas, quoi. Donc c'est la manière dont il envisage la question. Alors, ça traverse le temps. J'ai évité le point Godwin, j'ai sauté à pieds joints par-dessus de 1925 à 1970 pour passer à Jacques Monod, parce que c'est quand même rigolo, entre guillemets, c'est pas l'image qu'on a gardée de lui, a priori, mais voici ce que, en 1970, un prix Nobel tout frais écrit dans un bouquin de vulgarisation pour le grand public. Les statistiques révèlent une corrélation négative entre le quotient d'intelligence et le nombre moyen d'enfants des couples. Elles démontrent en revanche qu'il existe pour le quotient d'intelligence une forte corrélation positive entre époux, situation dangereuse qui risque de drainer peu à peu vers une élite qui tendra en valeur relative à se restreindre, donc il y a de moins en moins le potentiel génétique le plus élevé. Donc il a exactement la même crainte que Galton. Il parle pas de pureté raciale et il parle pas de la nécessité d'augmenter le QI face aux évolutions du monde, mais il a quand même toujours cette crainte de la fécondité différentielle des classes et des conséquences qu'elle pourrait avoir à long terme. Donc il y a eu des controverses, alors c'est Jean-Louis qui en parlerait beaucoup mieux que moi, qui va en parler tout à l'heure pendant la table ronde, voilà, mais là j'en parle déjà un tout petit peu. Alors. En 69, effectivement, le papier de Jensen a carrément sa page Wikipédia en anglais, hein. Elle n'est pas très fournie, mais enfin bon, ça permet d'en faire un résumé assez rapidement, ça c'était bien commode. L'héritabilité du QI, il dit c'est 0,80, basé sur des twin studies, il n'y a pas de problème. L'éducation compensatoire, ça ne marche pas. Les différences raciales, il n'y a pas de raison de supposer que, puisque les races ont des couleurs de peau différentes, il n'y a pas de raison de supposer qu'elles n'aient pas non plus des cerveaux différents. C'est simple. Bon, le papier est très long. Ça a l'air très lisible. Je vais le lire. Je vous promets, mais je l'ai pas lu. Je l'ai feuilleté, mais. Donc il y a eu. Non, donc ce papier, en fait, il a eu pas mal de retentissement, même si les idées étaient visiblement présentes. Mais ce papier a quand même fait un peu coup de tonnerre. Il y a eu beaucoup de réponses. Dès la publication de l'article, dans le même numéro de la revue, il y a des gens qui avaient été sollicités pour répondre. Donc on a parlé de Valentine, en France c'est Jacquard entre autres qui ont pris position pour s'opposer à ces choses qui sont plus des opinions que des faits scientifiques. Il y a eu un gros coup dur dans les années 70, c'est l'affaire Burt, puisqu'en fait les études de jumeaux de Cyril Burt ont été prouvées comme étant falsifiées peu de temps après la mort de Burt. Oui, alors, non mais pas que séparés. Bon, il a même une collaboratrice qui co-signait les articles qui apparemment n'aurait jamais existé. Bon. Bref. Bon, mais voilà, je peux pas faire l'historique, moi j'étais à peine né, quoi. En 94, il y a eu quand même un truc donc, qui a fait beaucoup parler pour les gens qui étaient nés comme moi, je l'étais quand même. Je me souviens que il en a été question, mais partout de The Bell Curve pendant des mois et des mois, qui reprenait grosso modo les mêmes thèses que Jensen. On peut se demander si c'est comme une comète, ça revient de temps en temps, avec une période fixe. Et puis, bah voilà, là il y a un nouveau souffle, quoi. Parce que les données sont là, donc pourquoi ne pas les utiliser? Dans tous les GWAS, on a demandé aux gens, parce que ce sont des études épidémiologiques, donc il y a un questionnaire épidémiologique standard, ils cochent le nombre d'années d'études. Et donc on a des... donc ça c'est 2018, ça c'est août 2018, juillet ou août 2018, l'été dernier, quoi. Gene Discovery of Genome-Wide Association Study, Educational Achievement, 1,1 million d'individus, quoi. Bon. J'ai un deuxième titre à mettre, non? Oui. Robert Plomin dans Nature Review Genetics. Donc en fait, Plomin s'intéresse plus au score de prédiction, donc Anne-Louise vous parlera après. J'ai pas fait la biblio complète de l'héritabilité génomique de l'Educational Achievement, mais en gros, ils estiment dans les 20-30%, genre chose, donc avec plein de problèmes méthodologiques sur lesquels on pourrait revenir. Hein, mais je vous mentionne en passant, j'ai combien de
temps, j'ai encore 5 minutes, c'est fini. Ok, donc en fait, Decode, ils ont fait des trucs assez rigolos. Où ils montrent, alors en particulier, ils n'en tirent pas tellement de conclusions, mais ils montrent quand même que les scores de prédiction de l'Educational Achievement sont mieux corrélés. Et puis, même quand on ajuste sur l'Educational Achievement, en fait, ça reste corrélé au nombre d'enfants. Ce qui ouvrirait la porte à une interprétation toute bête, qui serait qu'en fait, ce qu'ils ont calculé, c'est un score de fécondité, quoi, en fait. C'est-à-dire, moins vous avez d'enfants, plus ils font des études. Je ne sais pas s'il y a des sociologues pour me dire que je dis n'importe quoi ou pas, mais ça paraît pas complètement débile comme hypothèse, quoi. Bon, je sais pas, hein, mais et donc ils ont fait des choses aussi. Ils ont proposé des méthodes pour utiliser, donc ils ont des données absolument uniques, puisqu'ils ont des très grandes généalogies, ils ont en plus le génome. Donc, et en utilisant à la fois le génome et la généalogie pour obtenir des choses sans biais, bon, ça peut être une piste intéressante pour regarder ces choses. Oui, ils avaient trouvé un truc très rigolo aussi, c'était que les allèles non transmis par les parents, donc la part du génome des parents qui n'est pas transmise à l'enfant, est corrélée positivement aux traits étudiés, en particulier l'Educational Achievement. Donc c'était pour ça The Nature of Nurture. Donc il disait, donc ça à l'époque c'était encore Kong qui menait la danse, même si Alexander Young était là, mais bon, Young a quand même emboîté le pas, même si lui il a préféré parler de débiaiser les choses, mais Nature of Nurture, c'était de dire, mais en fait c'est parce que ces gènes s'expriment chez les parents, ils créent un environnement favorable, et donc voilà. Donc en fait bon, mais l'environnement favorable, ça peut être la fécondité réduite, c'est pas contradictoire avec ce que je disais en fait. Sauf qu'ils avaient plutôt en tête un environnement culturel favorable, je pense. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant, c'est de voir que le premier réflexe, c'est quand même se dire, mince, il y a un biais quelque part, il y a une stratification, il y a un truc que j'ai pas corrigé. Mais non, eux, en fait, ça veut dire que quand ils s'expriment chez les parents, ils ont un effet indirect. Ok. Et puis je vais finir donc avec des vrais morceaux de Laurent Alexandre. Alors, Laurent Alexandre a un argumentaire qui est extrêmement similaire à celui de Galton. Premièrement, c'est évident, croyez-moi, l'intelligence artificielle fait qu'à partir de 2020, il va falloir gagner tous les points, tous les 10 ans, 5 à 10 points de QI pour pouvoir travailler. Donc il faut vraiment faire évoluer l'intelligence de la population, sinon on va à la catastrophe. Et puis, eh bien, évidemment, c'est héritable. D'accord ? 50 à 80% de nos différences intellectuelles sont, selon les travaux notamment de Robert Plomin, voilà, en niant le déterminisme génétique, on laisse croire que l'école peut transformer un âne en cheval de course et 2 chevaux en Ferrari, c'est sympa. Et puis, les femmes douées ont moins d'enfants, c'est terrible. Donc en fait, la fécondité différentielle des classes sociales, elle a également, et donc effectivement, on a montré, les femmes ayant un haut QI, elles font moins de bébés. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut que les scientifiques, donc je m'adresse à vous toutes, mesdames, il faut congeler vos ovules pour faire des bébés plus tard, parce que vous ne les faites pas pendant que vous faites votre thèse et vos postdocs. C'est ce que dit Laurent Alexandre. C'est vraiment dans le texte. Hein, comme Apple et Facebook l'offrent déjà à leurs ingénieurs, d'ailleurs. Bon, voilà. Donc, alors, j'avais un bonus pour Michel, qui ne savait pas comment Galton coupe un gâteau, mais si j'ai plus de temps... Comment Galton coupe un gâteau rond, en fait, voilà, on enlève le milieu, on mange le milieu, et puis on recolle les deux moitiés ensemble, c'est le deuxième dessin. Voilà, on recolle les deux moitiés ensemble, comme ça sèche pas, et le lendemain, on peut recouper, remanger le milieu, puis il nous reste 4 petites portions pour le jour suivant, quoi. Donc ça c'est Nature. 1905 ou 1908, il a plus de 80 ans. Et il n'y a que ça dans l'article, c'est vraiment ça, il dit « c'est Noël, on fait des gâteaux, mais alors, moi j'ai réfléchi comment faire comme on les mange en plusieurs fois, les Christmas cakes, j'ai réfléchi comment faire pour pas que ça sèche, quoi. » Bon. Et ce qui est très rigolo, c'est que cet article, je suis pas tombé dessus parce que j'ai fait toute la bibliothèque de Galton, je suis tombé dessus parce que Jensen, à un moment, en parle, et dit un truc, mais alors... C'était un génie absolu des mathématiques. Il a fait un article en Nature pour calculer la manière optimale de couper un gâteau, quelle que soit sa forme, etc. Il a résolu le 3e problème de Hilbert sur la congruence des polyèdres, quoi. Enfin, mais en fait, non. C'est Papy Galton qui écrit Nature et ça passe dans Nature.